Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du GT Vu d'ailleurs. Chaque vendredi, on élargit le spectre sur TV Finance et nous parlons d'actualités économiques, sociales et culturelles. Et justement, comme d'habitude, on démarre cette émission, votre émission, avec un focus sur l'actualité internationale via votre revue de presse issue du site www.vudailleurs.com. Et on démarre tout de suite avec notre actualité à l'international. Et comme on vous le dit souvent, il est nécessaire de passer du temps sur les petits caractères de votre contrat de prêt. Sinon, vous risquez de vous en mordre les doigts. Et c'est l'Ouganda qui en a fait la terrible expérience. Et là, il ne s'agit pas d'un petit prêt à la consommation pour s'acheter une télé. En effet, Exim Bank China s'apprête à saisir le principal aéroport ougandais, l'aéroport international d'Entebbe, pour non-remboursement d'un prêt de 207 millions de dollars. Ce litige est né des conditions d'octroi d'un prêt contracté auprès de la banque chinoise et adossé donc à cet aéroport ougandais. Il semblerait que cet accord stipule qu'en cas de défaut de remboursement, l'aéroport international sera saisi. Or, Kampala semble aujourd'hui être dans une situation technique de défaut par rapport à ses engagements. D'après les informations de journaux locaux, le président ougandais aurait dépêché une délégation à Pékin dans l'espoir de renégocier les clauses de ce contrat, mais a priori, il semblerait que ce soit un échec cuisant. Le gouvernement ougandais, représenté à l'époque par le ministère des Finances et l'autorité de l'aviation civile, a signé le 17 novembre 2015 un accord avec l'Export-Import Bank of China, donc Exim Bank, pour un emprunt de 207 millions de dollars à un taux de 2% sur une durée de 20 ans avec un différé de 7 ans. La semaine dernière, le ministre ougandais des Finances, M. Kaja, a présenté ses excuses au Parlement pour la mauvaise gestion du prêt accordé pour donc l'agrandissement de cet aéroport international. L'aéroport international qui est le seul aéroport international de l'Ouganda et qui accueille plus de 1,9 million de passagers par an. Très clairement, cette situation lève une partie du voile des accords de prêt signés entre les États africains et Pékin, accords généralement cachés au peuple par les gouvernements qui vont jusqu'à donc hypothéquer leur patrimoine. Et il se pourrait que l'Ouganda ne soit pas le seul pays africain dans cette situation. On marque une première page de publicité. On se retrouve dans un instant. À tout de suite. On quitte l'Ouganda et on file en France et plus précisément en Ariège. L'Ariège qui a été le théâtre vivant de cette fameuse chanson « Ce matin, un lapin a tué un chasseur ». Mais ici, en l'occurrence, il s'agit d'un ours qui aurait pu tuer un chasseur. Enfin, selon les dires de ce dernier, le chasseur, puisque dès lors se pose la question des responsabilités. Qui de l'homme ou de l'animal aurait dû tirer en premier ? Depuis, justice et chasseurs se renvoient la balle, la justice estimant que la victime humaine est responsable de destruction d'une espèce protégée et de chasse illégale dans une réserve, alors que les chasseurs estiment pour leur part que leur collègue était en son bon droit, puisqu'un arrêté préfectoral du 10 mai 2021 réglemente et autorise la chasse dans cette réserve. Nous sommes en attente de plus amples informations, de plus de détails sur cette affaire qui secoue la région de l'Ariège. A tout de suite dans TV Finance. On reste en France, où le pays doit faire face à une pénurie de distributeurs automatiques de billets. En effet, on comptait plus de 60 000 DAB en 2010, contre 49 000 à la fin de l'exercice 2020. Se pose désormais la question de l'accessibilité de ce service, qui pourrait maintenant devenir un service public. En effet, de plus en plus de mairies ont fait le choix du leasing. Je m'explique, face au désengagement des banques, dans les zones rurales en particulier, les édiles ont fait le choix de louer aux transporteurs ces fameux distributeurs de billets.
désormais, nous sommes en droit de nous poser la question de savoir si la France est dépourvue de distributeurs automatiques de billets. Eh bien, selon une étude réalisée par le ministère de l'Économie et des Finances et de la Banque de France, mise à jour en juillet 2021, la situation des Français n'est pas dramatique. Loin de là même, en effet, cette actualisation confirme le maintien à un très bon niveau de l'accessibilité aux billets en France métropolitaine. Le maillage du territoire est globalement inchangé d'une année sur l'autre. En particulier, l'état des lieux à fin 2020 conforte le diagnostic de l'an passé, selon lequel plus de 99% de la population métropolitaine âgée de 15 ans et plus réside dans une commune équipée d'au moins un automate, soit dans une commune située à moins de 15 minutes en voiture de la commune équipée la plus proche. On marque une petite pause dans ce jtvudailleurs.com et on passe juste après à l'actualité économique et sociale. À tout de suite sur TV Finance. Merci de rester fidèle au JT Vu d'ailleurs. Avant de refermer cette émission, nous allons parler accompagnement individualisé et maïeutique. En tâchant de répondre à cette question, le coaching est-il devenu un outil indispensable à tout dirigeant d'entreprise souhaitant prendre de la hauteur dans un monde ultra connecté où chaque décision doit être prise ultra rapidement ? Pour répondre à cette question, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Madame Patricia Gréville. Bonjour Madame. Enchantée. Vous êtes dirigeante de la société GPC, dont l'activité est l'accompagnement individualisé. Après 15 ans de management de haut niveau au sein de différentes structures nationales et internationales, vous avez fait le choix d'accompagner des dirigeants d'entreprise et des managers dans la réalisation de leurs challenges. Vous êtes donc devenu coach. J'ai envie de vous demander, tout d'abord, quel est votre parcours, Madame Gréville ? Mais comme vous l'avez dit, j'ai un parcours multinational, international, dans le sens où, à la suite de mon école de commerce, et en parallèle avec des études de japonais, j'ai eu la chance de vivre une année au Japon. Puis j'ai eu un parcours avec le monde finlandais, dans l'industrie papetière, pendant quelques années, où j'ai découvert en fait le management, puisque j'étais responsable d'une petite équipe de commerciaux. Et je dis souvent, c'est en école de commerce, on n'apprend pas l'humain, et est-ce qu'on est vraiment doué, est-ce qu'on a cette intuition managériale. Et après, j'ai eu la chance d'intégrer Euro Disney, le parc qui venait d'ouvrir en tant que merchandise manager. D'accord, très bien. Vous précisez que vous avez donc des accointances japonaises, finlandaises. J'ai envie de vous poser cette première question, cette deuxième question en l'occurrence. Est-ce qu'on coach un Finlandais comme un Japonais, un homme comme une femme, un senior comme un junior? Est-ce qu'il y a des différences d'approche dans le coaching? Alors, souvent on me pose cette question et puis on me demande même si est-ce qu'il ne faudrait pas que j'ai un passé dans le monde de la finance ou dans le monde pharmaceutique, etc. Donc je pense que ça, déjà le monde en tant que tel, l'environnement peut rassurer la personne qui aurait envie de suivre avec un coach, un accompagnement individualisé. Après, c'est une question de culture et il est vrai que du fait que moi j'ai eu ce parcours, j'ai développé beaucoup de disponibilité, d'adaptabilité, d'agilité, d'empathie, dans le sens comprendre comment l'autre fonctionne, pour pas le blesser, pour mieux se comprendre et mieux avancer ensemble. D'accord. D'écoute, de bienveillance également? Effectivement, le coaching, la médiation, parce que j'ai eu un double cursus médiatrice et coaching, sont des valeurs autour du partage, de la bienveillance, de l'écoute, de la co-responsabilité quelque part aussi, et du fait de continuer à avancer. D'accord. De la reformulation, j'imagine aussi à un moment? Beaucoup de reformulation, parce qu'au-delà de l'écoute, il est bien de renvoyer en miroir à l'autre ce qu'il vient de dire pour qu'il puisse aller plus loin dans sa réflexion. Dans sa réflexion. Vous nous parlez de disponibilité, d'adaptabilité, d'écoute, de bienveillance. Moi, comme ça, d'instinct, ça me fait penser un petit peu à la psychanalyse. Du coup, j'ai envie de vous poser cette question. Où se situe la frontière entre un coach, un psychanalyste et éventuellement un conjoint ou une conjointe? Très bonne question. Alors d'abord, moi j'ai pas du tout un passé de psy, donc je ne m'inventerai pas apprentie sorcière, psy ou quoi que ce soit. Et il est vrai que quelquefois,
on peut approcher de cette frontière et à ce moment-là, quand je sens que ça ne met pas du tout dans mes compétences et à la limite je pourrais même être dangereuse, à ce moment-là je propose en disant là je pense qu'il y aurait besoin d'aller un peu plus loin à titre personnel et d'aller voir un psychanalyste. Moi je ne suis pas là pour expliquer le passé qui fait qu'aujourd'hui nous sommes un peu dans l'ici et maintenant et puis après quoi ? Qu'est-ce qui va se passer? Au contraire, moi, à la limite, je peux même prendre le relais. Nous sommes ici maintenant, vous avez peut-être des freins, peut-être que c'est confus, peut-être que vous vous retrouvez seul. Et là, avec ce cheminement que nous allons faire ensemble, vous allez pouvoir lever le voile, y voir plus clair pour demain. C'est ça en fait. Moi, je pars de ici maintenant à demain. D'accord. À la différence peut-être d'un psy qui va parler beaucoup du passé pour comprendre comment je me suis construit au fur et à mesure du temps et où j'en suis aujourd'hui. D'accord, je comprends. Donc on est dans la projection, dans la compréhension de l'instant présent pour se projeter dans des situations et non pas dans la compréhension empirique. Alors l'un n'empêchant pas l'autre, mais moi je ne suis pas du tout sur cette partie-là. Et quant au conjoint, quand j'accompagne des dirigeants, les dirigeants d'entreprise, ils sont plutôt en haut de la pyramide, et de leur parcours, ils ont peut-être eu quelques formations complémentaires quand ils ont eux-mêmes été managers, en directeur un peu moins, et puis par conséquent, ils sont de plus en plus seuls en haut de la pyramide. Et quand on est de plus en plus seul, à qui je peux parler de mes doutes? Ai-je déjà le temps? Parce qu'ils sont happés par le phénomène temps. Ensuite, on a un environnement qui est assez anxiogène, donc il faut qu'ils trouvent et qu'ils se ressourcent, qu'ils retrouvent l'énergie positive pour repartir du bon pied. Il faut qu'ils impulsent et qu'ils insufflent aussi eux-mêmes, en tant que dirigeants d'entreprise, cette énergie positive. Comment faire pour se ressourcer et puis comment faire pour se poser. Alors le conjoint, la conjointe, déjà, quand on est aux dirigeants, il ne la voit pas très souvent, donc je pense qu'ils ont autre chose à se dire que d'encore parler travail et des éventuelles difficultés. Et un psy, je vous l'ai dit, c'est une autre approche. Autour de lui, les membres du COMEX risquent d'avoir un doute en se disant « Oh là, qu'est-ce qui se passe-t-il ?» Perdre presque confiance en lui. C'est dommage parce que le doute, moi j'ai dit excellent et c'est très français. D'ailleurs, on dit souvent si c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Moi, je trouve que c'est bien dommage. On dit aussi que le verre peut être à moitié vide ou à moitié plein. Moi, j'ai tendance à dire que même s'il est totalement vide, il a dû être totalement plein avant. C'est mon côté optimiste. Voilà. Ok. Du coup, moi, ça m'amène à vous poser cette question. Est-ce que vous avez des outils avec lesquels vous travaillez particulièrement ou au contraire, donc je comprends que c'est une activité que vous connaissez très bien et donc finalement, par la force des choses, les outils, vous ne vous en servez plutôt plus et c'est à votre instinct, à votre connaissance de vous-même et de ce métier que vous vous fiez pour accompagner donc vos clients. Alors, je dirais un peu les deux. Je suis presque un bébé de l'an 2000, puisque mon organisme de formation, je l'ai créé en 2000, donc ça fait déjà un peu plus de 20 ans. Effectivement, quand on est jeune coach, on s'appuie beaucoup sur les outils, et ça nous rassure. Et puis, nous sommes supervisés. Puis après, moi-même, j'ai fait de la supervision. Donc oui, évidemment, PNL, Ennéagramme, AT, mais tout ça, c'est du jargon technique. Et j'ai envie de dire, le dirigeant, il n'a pas du tout envie d'entendre parler de cela. Ce qu'il a envie, c'est que je sois à son écoute et que je l'aide. Donc, les centaines de personnes, je peux dire ça maintenant, que j'ai accompagnées, tout ça, ça a infusé, ça s'est intégré. Et effectivement, il y a une partie aussi intuitive aujourd'hui. Et je trouve que c'est ça qui est chouette, parce que se détacher des outils pour être dans cette partie intuitive, à l'écoute, de reformulation, de bienveillance, et redonner de la force. Redonner de la force, et donc j'imagine finalement l'objet principal, l'essence de votre métier probablement, c'est de replacer votre client, le dirigeant, au centre de ses attentions, de le considérer comme créateur de ses propres valeurs finalement. Exactement. Et être un humain. Et être un humain, d'accord. Un humain avec un grand H, mais ça partout je le dis. Ok, on a l'intelligence artificielle et ça va être génial, mais il faut arrêter de regarder là aussi le côté obscur en nous disant que, pareil, de manière anxiogène, que nous allons perdre la moitié de nos jobs d'ici 10 ans. Pas du tout. C'est de la complémentarité et nous, on a une force incroyable et une puissance dingue, c'est l'humain. Nous sommes tous différents, nous sommes tous complémentaires, nous ne sommes pas des robots. Il nous reste peu de temps, j'ai peu de temps pour vous poser 2 questions. La première, c'est
Existe-t-il une école de pensée finalement liée au coaching? Vous parlez de l'humain au centre de sa création de valeur, donc ça fait penser un peu à l'humanisme existentialiste. Est-ce que ça pourrait être un courant de pensée? C'est ma première question. Et la dernière, ce serait, mais je vous la poserai tout de suite, hein, c'est comment faites-vous finalement pour prendre du temps? Quand vous prenez du temps pour vous, comment vous faites pour vous ressourcer? Ok. Alors, école de pensée, oui, forcément, à force, il y a comme une école de pensée, mais j'aime pas le côté formatage. Et il est vrai qu'il y a 20 ans, 25 ans, quand j'ai démarré ce métier, on parlait même de gourou. Et moi, je veux absolument pas être là-dedans. Je dis souvent, au début, je vous accompagne de manière assez rapprochée, puis après, il faut que, je vais prendre la métaphore de la petite fée Clochette, c'est mes réminiscences de Disney, la petite fée Clochette, elle doit s'envoler. Et donc, vous devez d'être vous-même. Et puis moi, je le vois de toute façon, au bout de quelques séances, je vois la personne arriver, il y a comme un voile obscur qui est parti, et elle rayonne, et elle repartage. C'est très bien, c'est très encourageant, c'est très positif tout ça. Du coup, oui, dernière question, Madame Gréville, comment faites-vous pour vous ressourcer? Moi-même pour me ressourcer. Oui, exactement, c'est important. Alors j'ai quelque chose que j'aime beaucoup, c'est une vraie passion et qui m'aide aussi au quotidien pour tout ce qui est prise de parole, c'est le théâtre. D'accord. Donc petite, j'adorais aller au théâtre, petite, j'entendais au théâtre ce soir. Maintenant, j'appelle ça au théâtre chez soi. Et donc, je monte sur les planches. Évidemment, depuis 2 ans, ça m'a un peu manqué. Les lectures redémarrent. Et le fait de prendre la peau d'un autre personnage me permet, moi, de complètement me rafraîchir pour le lendemain mieux accueillir les problématiques de mes dirigeants. Très bien. Merci beaucoup, Madame Gréville, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes dirigeante de la société GPC et que vous êtes accompagnatrice spécialisée, d'une certaine façon, on peut dire ça comme ça? Autour du courage, oui. Autour du courage. Il en faut. Ainsi s'achève ce JT de Vue d'ailleurs. Rendez-vous vendredi prochain pour le prochain numéro. D'ici là, je vous invite à consulter le site de Vue d'ailleurs. Merci à toutes et à tous pour votre attention. À très bientôt sur TV Finance. Au revoir. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Entreprise et Innovation, votre rendez-vous innovation, développement économique et enjeux du digital sur TV Finance. Tous les jours, TV Finance met en lumière une société, un projet, des hommes et des femmes qui font l'entreprise d'aujourd'hui et de demain dans un monde en perpétuelle évolution. Pour y participer, contactez-nous sur tvfinance.fr.